Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, Ruckus, Pride and Prejudice et les amants. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous et à toutes, c'est Guy à Saint-Cyr, On jase de film, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue 3 coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Ce sont les goods, the bad and the ugly de la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois une véritable passionnée de cinéma. C'est une critique de film. Je l'ai connue par son compte TikTok et son Instagram. Rapidement, j'ai trouvé ses observations et ses interventions très justes. C'est ma première invitée. Non seulement, c'est ma deuxième invitée française, mais la première qui habite en France, c'est Lauriane Aumont. Bonjour Lauriane. Bonjour. Comment vas-tu? Eh ben ça va très bien. Bonjour de Paris. Oui, premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation. Je t'ai envoyé ça un peu en me disant, on va voir qu'est-ce qui se passe. J'étais allé à la pêche, puis tu m'as répondu. Alors, je suis très heureux de ça. Je croule pas sous les messages et puis je regarde tout le temps. Donc ça m'a fait vraiment plaisir déjà que tu m'aies proposé. Et je connaissais pas ton podcast et ça m'a fait trop plaisir de me dire bon bah on va parler de films en toute détente. Oui. C'est trop bien. Donc, tu es rédactrice et je pense que tu as lancé la plateforme Le Crible qu'on peut trouver sur Instagram. C'est une espèce de blog où vous faites des analyses de films, de séries télé. On peut suivre tes comptes sous ton pseudonyme Culture et Botanique, autant sur TikTok que sur Instagram. Tu es également une passionnée d'histoire. On y reviendra avec Pride and Prejudice, évidemment. Avant qu'on entre dans l'entrevue, je veux savoir, c'est quoi les films avec lesquels tu as grandi? Ça a été quoi tes premiers amours de cinéma, les films que tu regardais enfant, adolescente? Alors quand j'étais toute petite, le premier film que je me souviens avoir vu, c'est Sissi 2. Oui. Donc de comment il s'appelle déjà? Ernst Marischka, il me semble. Et du coup, bah, avec Romy Schneider en Mhm. rôle titre. Et je l'avais vu chez ma tante, je crois que je devais avoir 3 4 ans à Nanterre, donc qui est une ville en banlieue parisienne. Et je me souviens exactement du moment où je l'ai vu et j'étais pas capable encore à 4 ans de faire la différence entre ce qui était de la fiction, ce qui était de la réalité. J'avais l'impression de regarder en fait une captation de l'impératrice d'Autriche en train de vivre en fait du coup sa vie d'impératrice et très rapidement du coup moi j'ai voué un culte à Sissi et quand on m'a expliqué qu'en fait c'était une actrice qui jouait un personnage d'histoire j'ai fait mais moi je veux faire ça dans la vie en fait c'est mon rêve et du coup en fait j'ai nourri mon amour du cinéma par le prisme de mon envie d'être actrice bon qui ça s'est stoppé depuis Oui. mais mon amour du cinéma pas du tout et j'ai grandi du coup aussi avec des gros standards français. Je sais pas si vous... Mais, enfin, un classique, La Boum, avec lequel j'ai vraiment grandi. Je sais pas Ouais, si... c'est pas très connu, ça, c'est avec voyons, c'est Sophie quoi le nom Marceau? Sophie Marceau, ouais, quand elle était toute jeune. Euh, c'est pas très connu. Moi, je connais un peu, là, mais j'ai jamais vu, je crois. Ouais, non, j'ai jamais vu la boum. Mais je me souviens d'avoir vu un club vidéo Ouais. qui traînait, mais ça fait C'est très moins partie de daté la après, hein. culture. Ouais, c'est ça. Mais ça fait moins partie de la culture québécoise, contrairement à d'autres films français comme Le Dîner de con ou tous les Astérix. Les Ah, Astérix bah, j'ai parlent grandi avec Astérix Mission Cléopâtre, mais Ah c'est ouais? que il y a un truc en fait, c'est que j'ai toujours été extrêmement obsédée par les films. Mhm. Et en fait, quand j'en aime un, je le regarde 45 fois. Mais OK. vraiment, c'est assez fou. C'est que La Boum, j'ai dû le regarder, et sans mentir, une centaine de fois. Et on fait pas ça normalement avec un film. Et Astérix Mission Cléopâtre, c'est pareil. Si, un et 2 c'est pareil. Je les ai Ouais. vraiment vus, je pense, plus de 50 fois. Parce qu'il y avait des périodes de ma vie où je les regardais tous les jours. Ah Ça ouais. n'a aucun sens. Mais du coup, quand on dit grandir avec un film, j'ai vraiment grandi avec Oui. ces films, mais au sens propre du terme, quoi. Ouais, ouais. Non, mais je te dirais même ici, pour ce qui est des Astérix, c'est pas juste les adaptations en live action, c'est même les dessins animés des années 70-80 Ouais. qui repassent tous les Noëls en boucle. Il y a une chaîne télé qui les repasse, donc ça se transmet de génération en génération. Apparemment, même la rumeur dit que les dessins animés sont plus populaires au Québec qu'en France et ailleurs dans la Oui, francophonie. Ça serait à clairement. vérifier.
Mais ouais, non. Si, c'est clair. Enfin, je sais pas pour le Québec, mais en tout cas, c'est vrai qu'en France, ils passent de temps en temps, mais en deuxième partie de soirée, comme ça, il n'y a aucune promo les films animés. Alors que c'est vrai que les films en live action sont beaucoup plus plébiscités. Pas tous, mhm. mais en tout cas, enfin, Astérix Mission Cléopâtre et un petit peu aux Jeux Olympiques sont quand même très plébiscités. Même Ouais. si il y en a un. En fait, c'est qu'il y en a un qui a été tellement meilleur que les autres que du coup, tous les autres, ils sont fades à Ouais. côté. Et c'est dommage. Ouais, ouais, tout à fait. On va rentrer dans ta liste avec ton premier film, Rocus, un film de 2018 de Brett Hanover, qui est... tu m'as fait découvrir ce film-là. J'ai même pas réussi à le trouver, en fait, pour le visionner. Euh, Il est en donc, libre accès sur Internet, sur le site de Brett Hanover, si tu cherches. OK, OK, parfait. Donc, c'est ça, Brett Hanover qui est en vedette dans ce film-là, qui se met lui-même en scène. Ça parle de quoi? C'est quoi ce film-là, Rocus? Alors, en gros, moi qui vais le prononcer Rucus, Bien sûr. bien français. Alors en fait, c'est un film mi-expérimental, mi-documentaire, mi-fiction, et moi c'est ce qui m'a vraiment fascinée. J'avais écrit un texte sur ce film-là où en fait je le comparais à La Féline, c'est Cat People en anglais, Ouais. de Turner, qui est un vieux film qui a été produit par la RKO, et en fait qui avait un budget, mais je crois de 30 000 $, quelque chose comme ça, mais qui en a rapporté 2 millions. Donc Mhm. extrêmement, en fait et du coup par son budget très restreint, a réussi à mettre en scène des effets de suggestion, parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une femme qui se transforme en féline, qui en fait, du coup, agresse des gens, mais tu le vois pas réellement. Et du coup, tu as tout ce côté figure évanescente, enfin, procédé de suggestion qui ont été créés par ce film et qui ont été repris après par les films fantastiques, SF, horreur, etc. C'est ce Mhm. film qui a créé vraiment les bases parce qu'il n'avait pas de budget. Et comme il n'avait pas de budget, il pouvait pas faire des effets spéciaux, des trucages de fou. Et du coup, en fait, par ce manque de budget, il est devenu unique. Et Rucus, c'est exactement pareil. Déjà, c'est autofinancé, c'est que ça n'a même pas de financement à proprement parler. Ouais. Et surtout que c'est un film à la fois autobiographique, c'est une introspection permanente et surtout qui a été réalisé pendant, je crois, 8 ans à peu près, un truc comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Donc, il y a une vraie évolution en fait à la fois du travail d'Hanover et en même temps une évolution de lui-même, de sa perception du film, et ça part, en fait, le point de départ, c'est du coup Rucus, qui est une véritable personne, qui a existé, qui faisait partie de la communauté des furries, et en fait, ce qui est une communauté, c'est un peu, j'ai du mal à la définir, mais on va dire que de l'extérieur, ce sont des personnes qui se déguisent, ou en tout cas qui portent sur eux des accessoires ou des costumes animaliers, mais du coup qui sont toujours des animaux un peu anthropomorphes, donc du coup mi-humains, mi-animaux. Ouais. Et c'est toute une communauté, enfin quand même très très soudée, mais un peu underground. Et il a découvert du coup cette communauté, et il a découvert Rucus en allant à une convention furry. Et il a été fasciné, il a eu des sentiments un peu étranges qui se sont mélangés par rapport à cette personne-là. Il s'est dit, je vais faire quelque chose sur lui. Sauf qu'en fait, au début de son projet, Rucus est décédé, s'est donné la mort. Mhm. Donc, un moment chouette. Et du coup, en fait, ça a totalement bouleversé son projet de film qui a mûri et qui a fini par être à la poursuite, en fait, du coup, de la figure de Rucus qui est filmée au caméscope. Il lui a demandé de se filmer lui-même. Il utilise ces images qui sont, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est quelques images d'archives qu'il a lui-même, du coup, demandé à Rucus de faire. Donc, il y a une forme de mise en scène dans la non-mise en scène et c'est hyper intéressant. Et du coup, en fait, de créer tout un univers à la fois d'introspection, où il peut parler de lui comme un journal intime, et en même temps nous parler à nous et parler aux personnes qui ont, je sais pas, des TOC, qui ont des déviances sexuelles, qui ont ce genre de choses, qui n'en parlent pas. Et du coup, il y a tout un truc hyper intéressant là-dessus. Et il met en scène aussi sa propre meilleure amie, Alena, avec qui il a aussi beaucoup travaillé. C'est une personne qui travaille en permanence avec ses amis les plus proches. Et c'est en fait un petit ovni que j'ai dû regarder dans le cadre des cours. Il était disponible sur une plateforme française, la plateforme de la Cinémathèque, qui Ouais. s'appelle Henri. Si vous connaissez pas, je vous encourage à fouiller dessus. On trouve parfois des trucs un peu chelous, mais il y a vraiment des petites pépites de temps en temps. Et Rucus, en gros, a été programmé sur Henri parce qu'ils ont fait un partenariat avec le festival American Fringe, Mhm. qui en fait ne parle de cinéma indé, mais pas Sundance, genre de vrai cinéma Ouais, 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 indépendant. ouais. Et du coup, en fait, a été programmé là-dessus. Et du coup, il y a eu des papiers qui ont été écrits parce que les gens ont découvert ce petit film et ils se sont dit, mais c'est incroyable. Et c'est qu'en fait, ça, ça stimule plein de capteurs sensoriels
qu'un film a une narration classique, juste une fiction basique, aussi bien soit-elle, ne va pas du tout stimuler. Et c'est ce qui fait que vraiment, mais c'était un coup de cœur incroyable parce Ouais. que je pensais pas aimer un film comme ça en fait. Dans quel Et c'est une sens? découverte. Dans le sens où c'est vrai que je suis pas habituée à regarder beaucoup de cinéma expérimental, beaucoup de cinéma très très indépendant. En fait, c'est qu'on nous les présente pas, ils sont pas accessibles. Mhm. Et à moins d'aller en festival, mais vraiment de faire la tournée des festivals en France, il y en a 200, c'est pas possible de les Ouais. voir. Et du coup, c'est vrai qu'on se cantonne à un cinéma indépendant, mais qui vraiment reste de l'indépendant mainstream, genre du Sundance. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même des trucs qu'on peut voir dans des multiplex de temps en temps. Donc, c'est financé par des fonds privés, pas toujours par des sociétés de production, mais ça reste visible parce que ça arrive jusqu'en France. Et du coup, c'est vrai que c'est une narration quand même très éclatée. Enfin, il y a plein de petits trucs, il y a des fractales en permanence et on part d'un sujet, puis en fait, du coup, on le développe, puis après, on revient à un autre sujet. Donc, ça peut faire un peu peur. Et je sais que moi, je suis très attachée à des narrations cohérentes qui me parlent vraiment. Et là, en fait, il a réussi à créer une narration qui me parlait pas dès le départ et où je me suis dit, mais en fait, c'est pas grave parce que je comprends ce qui se passe. On parle de thèmes qui me touchent. Et même si je suis pas concernée directement, bah, s'il y a un côté documentaire qui fait que tu es intéressé par un sujet, genre la découverte, en même temps par une introspection, donc en fait, on découvre quelqu'un et c'est toujours intéressant de découvrir quelqu'un. Et en même temps, il mélange prise de vue réelle, animation. Ça n'a Ouais. aucun sens, mais voilà, il y a deux séquences d'animation qui n'ont rien à voir. Une fidèle à un coup de crayon avec un côté un peu brut, qu'on a pu retrouver dans Joseph. Je sais pas s'il est sorti au Québec, d'Aurel, qui est un film Non. français. C'est un film Pas d'animation français peut-être, qui est mais sorti. ça. Ok, ouais. Mais il n'est pas resté, enfin, il n'a pas eu beaucoup d'exploitation en France vu qu'il y a eu le deuxième confinement. Hmm. Mais ouais, où il y a un côté très croquis, mais mis en corps par une animation. Et une autre séquence animée où en fait, c'est plus enfin, là, c'est plus coloré, plus abouti. Il y a un coup de crayon personnel, mais mais pas le crayon de Rucus, parce que du coup, la partie plus brute, c'est les dessins de Rucus qui ont été animés. Et du coup, ouais, il y a un côté melting pot d'un peu n'importe quoi, mais avec une cohérence qui est la cohérence interne de Brett Hanover, et c'est sublime en fait. Mhm. Ce que je veux savoir, pourquoi. Qu'est-ce qui t'a amené à cliquer sur le lien de ce film-là? Qu'est-ce qui t'a amené à regarder spécifiquement ce film-là sans trop savoir vers quoi tu t'en allais? Les cours, je l'ai regardé pour les cours à la base. Et je sais pas si j'aurais cliqué dessus justement. Et c'est pour ça que je Mhm. remercierai jamais assez mon prof qui nous a demandé de regarder ce film-là, de nous avoir demandé de regarder ce Ouais. film-là. Parce que je sais pas si je l'aurais fait de moi-même, ce qui est bête en soi. Mais c'est vrai que c'est impossible à résumer. Et si on devait Mhm. se cantonner qu'au résumé, au synopsis du film, je sais pas si quelqu'un cliquerait de bon cœur, quoi. Ouais. Et pourtant, beaucoup de personnes ont découvert ce film-là, pareil que moi, du coup, des gens avec qui je travaille, qui ont regardé ce film-là et se sont dit, mais merci, c'est génial d'avoir pu découvrir une petite pépite comme celle-là, quoi. Ouais. Connaissais-tu déjà la culture furry? Puis c'est ça, bon, tu l'as quand même expliqué, mais pour les gens qui ont aucune idée, ça, c'est vraiment des gens qui se déguisent en animaux. C'est souvent des costumes qui s'approchent de la mascotte. Puis il y a un désir charnel, un désir sexuel au travers Ouais. de ce costume-là que les gens vont ressentir. Ça va être ils vont avoir des expériences sexuelles avec des gens costumés, des fois à deux, des fois une personne costumée. Donc ça, connaissais-tu déjà cette sous-culture, ce kink, comme on pourrait dire? Alors j'en avais vaguement entendu parler, mais c'est vrai que déjà que je crois pas qu'il y ait une grosse communauté en France. Bah, du coup c'est quand même, enfin ça reste quand même une communauté vraiment de niche quoi. Mhm. C'est très répandu, mais que dans certains cercles. Étant donné que le côté fandom c'est pas du tout, enfin c'est pas mon univers non plus. Bah du coup j'en avais entendu parler, mais sans vraiment poser la Ouais. question. J'avais entendu parler de ces personnes qui se réunissaient dans des conventions déguisés en animaux mi-hommes, mi-animaux. Mais pas plus que ça. Et du coup, je j'ai pas l'impression d'en avoir plus découvert sur eux avec ce film-là. OK. Mais au moins d'avoir vu à quoi ça ressemblait visuellement, enfin avec des images d'archives, quoi. Mais c'est vrai que on en apprend pas vraiment plus parce que c'est pas le sujet du film, en fait. Mhm. Ouais, ils sont là en trame de fond où ils habillent un peu le décor. Mm. Ouais, je comprends.
Tu as parlé avec Brett Hanover, tu l'as rencontré. Je lui ai moi-même écrit, sachant qu'on avait fait l'entrevue, parce que justement, comme je trouvais pas grand-chose sur le film, il m'a envoyé plein de liens, plein de discussions, puis il m'a même demandé est-ce que c'est avec Lauriane que tu fais l'entrevue? Quel genre de personne t'as découverte en parlant avec Brett Hanover? Une personne extrêmement sensible, mais dans le très bon sens du terme. C'est que il est alerte sur énormément de choses, mais en fait, quand ça le concerne lui, mais pas dans le côté égocentré, mais plus il, il réfléchit, il fait beaucoup, beaucoup d'introspection. Tout son travail n'est basé quasiment que là-dessus, d'ailleurs. Et en fait, du coup, il y a tout un côté révéler des choses qui sont en nous, mais par un geste artistique initial et qui nous fait découvrir en fait encore plus chez nous. Et on a énormément parlé du coup de tout ce qui est TOC, enfin du coup trouble obsessionnel Mhm. compulsif. On en a énormément parlé. On a énormément parlé aussi de la recherche de sa sexualité, de son identité, au travers de sa sexualité, au travers de ses TOC, comment les soigner, mais comment aussi les accepter. Et c'est vraiment une personne qui déjà est extrêmement intelligente, curieux en permanence. Enfin, il m'a demandé il m'a dit, mais si tu as des textes, même en français, c'est pas grave, ça m'entraînera. Il demande en Mhm. permanence à être nourri de culture, à être nourri de connaissances. Ouais. Et ça, c'est génial. Et ouais, et puis enfin, il est adorable. Et vraiment, vraiment, j'ai passé 2 heures au début. Moi, c'était la première interview que je menais. Et en plus, il était américain. Moi, j'avais peur pour mon niveau en anglais, forcément. Du coup, j'ai demandé à une amie d'être là en soutien. Mais mais en fait, il était très bienveillant. C'est une personne hyper bienveillante et qui est passionnée de cinéma, mais qui est passionnée aussi de faire des projets avec ses amis. Et on va dire aller plus loin plus dans les financements, j'entends pas aller plus loin dans son œuvre artistique. Mais c'est Mhm. pas quelque chose qui l'intéresse, c'est qu'il a envie de faire des choses qui sont personnelles et qui vont parler à certaines personnes, mais de manière très juste, et pas essayer de toucher le plus de monde possible, mais toucher les personnes vraiment concernées, Ouais. mais de manière très incisive, très juste, très vraie. C'est un peu la même mission que tu t'es donnée avec le crible. Ouais. Mais en fait, c'est que comme le crible, on est maintenant 6, on sait qu'on a tous des sensibilités très différentes et qu'on va pas parler aux mêmes personnes. Déjà dans nos sélections de films, vu qu'en fait, on fait beaucoup de critiques, d'analyses, on parle d'actualité, mais c'est vrai que c'est quand même très centré sur les films en eux-mêmes. Et je sais que par exemple, on a notre experte en tout ce qui est séries et cinéma asiatique, sud-coréen, japonais, etc. Moi, c'est quelque chose qui me parle pas du tout. Du coup, c'est vrai que quand il faut parler du nouveau drama, du nouveau drama coréen, c'est elle qui va en parler, et on le sait. On a notre expert oscarisé, enfin tout ce qui est grosse récompense, c'est notre expert, et du coup, c'est vrai que c'est lui qui va le mieux parler de ce genre de trucs. On a aussi notre expert en ciné indé, notre expert en vieux cinéma français, les films écrits par Audiard, etc. Mhm. Donc c'est vrai qu'on ne parle pas du coup aux mêmes personnes à chaque fois, mais on arrive toujours du coup à toucher la cinquantaine de personnes qu'il faut, la soixantaine de personnes qu'il faut, en essayant aussi de donner envie à des personnes qui en ont un peu rien à faire, de se dire ah mais finalement c'est peut-être plus accessible que ce qu'on croit, ces films au titre qui me parlent, mais comme je me dis c'est un classique, je vais pas le regarder parce que c'est sur un télo, parce que c'est du cinéma, enfin du grand cinéma, et que le grand cinéma ça fait parfois un peu peur, et du coup un peu démystifier ce côté sur un télo, ce côté inaccessible du cinéma, parce qu'en soi avec un peu de contexte on peut tout comprendre quoi. Oui, parce que vous analysez autant ben, ça, des vieux films français que WandaVision, que j'ai vu sur votre compte, une série que j'ai dévorée, mais ça, j'étais comme, OK, c'est un grand parapluie quand même, vous couvrez très large Ouais. avec ce projet-là. C'est ton seul coup de cœur américain. En deuxième partie, on reviendra avec un autre film américain, mais je suis toujours curieux de savoir du côté euh, des Français, c'est quoi ta vision de l'Amérique actuelle? Dans le cinéma ou en général? Dans le cinéma, mais en général, parce que, bon, Ruckus, c'est quand même une sous-culture d'une Ouais. sous-culture d'une sous-culture. Ça reste quand même ça, c'est dans le mouvement indépendant, mais en général, c'est quoi ta perception de ce qu'on est, nous, comme continent en tant qu'Américains, et aussi par la force des choses, ta vision des États-Unis? Alors, c'est pas artistiquement, j'ai un peu rien, enfin j'ai rien à dire dans le bon sens du terme. C'est la société de l'entertainment. Ils ont énormément de talent. Ils sont hyper présents en France, hyper présents en Europe, et ça on peut pas leur enlever. Après, on va dire d'un point de vue plus global, les États-Unis, ça reste quand même un pays qui nous
nous attirent pas forcément, dans la mesure où ils sont très autocentrés, ou par exemple, il y a aucune industrie du doublage, aucune industrie pour le sous-titrage. C'est des personnes qui préfèrent racheter les droits plutôt que de sous-titrer ou de doubler leurs films. Et c'est vrai que je trouve que du coup, il y a ce côté, on divertit le monde, mais par contre, vous nous divertissez pas, et on préfère du coup faire nos versions de vos Ouais. histoires. Et du coup, il y a ce côté un peu fracture moi, me dérange pas mal parce que du coup, c'est de plus en plus présent. En plus, je trouve, là, très récemment, du coup, on a vu que Drunk Oui, de oui. Thomas Winterberg, qui est un film danois, les droits ont été rachetés. Et du coup, j'en avais discuté avec mes abonnés sur Instagram et on était tous d'accord pour dire, mais qu'est-ce que ça leur coûte de sous-titrer un film ou de le doubler? Mhm. Surtout que vraiment, c'est une œuvre. Après, peu importe les œuvres, hein, parce que nous, on a eu des comédies françaises qui ont été, on a eu Intouchable, on a eu LOL qui ont été, mais à l'identique reproduits, mais par des acteurs américains. Ouais. Et le truc, c'est que Drunk raconte quand même c'est pas uniquement une histoire sur des profs un peu blasés qui ont envie de colorer leur vie par quelques gouttes d'alcool par-ci par-là. C'est pas ça. C'est vraiment un constat social un constat social du Danemark en ce moment, où en fait il y a cette dépression générale, cette névrose générale chez les quarantenaires et chez les cinquantenaires, et qui est justement, on va dire, ouais voilà, c'est une peinture de la banlieue danoise, et du coup il y a ce côté, le racheter et le rapatrier dans un autre pays qui n'a pas ce même contexte social, parce Mhm. qu'ils n'ont pas le même héritage culturel et historique, ça fait pas sens. Et en plus, moi, ça m'a fait du mal de voir que DiCaprio était un peu à l'origine du projet, va y participer, ça me fait un peu mal. Après, je pense qu'ils ont une autre histoire à raconter, mais du coup, pourquoi ne pas raconter votre propre histoire et pas racheter les droits d'un film? Surtout que c'est tôt. Par exemple, en France, il a eu que 5 jours d'exploitation. Ouais. Et il est déjà racheté. Donc, c'est vrai que ça fait. C'est un peu. C'est un peu étrange comme concept. Après, c'est vrai que le cinéma américain, en tout cas états-unien, est hyper étudié. Il est à la base d'énormément de choses, dans le bon et dans le mauvais sens du terme. Mais il nous influence, nous, il influence un peu n'importe quoi. Pas sur tous les continents. On peut voir, enfin, le cinéma, par exemple, sur le continent africain, on n'en a rien à carrer des États-Unis. Le cinéma, même en Inde, n'en a rien à carrer des Ouais. États-Unis. Mais c'est vrai qu'en Occident, les pays européens et les pays proches des États-Unis sont quand même très centrés. C'est l'hégémonie américaine, en tout cas nord-américaine. Et voilà, c'est un peu tout. Ouais. Donc c'est dommage, quoi. Oui, oui. D'un point de vue québécois, si je peux me permettre, ce qui est étrange, c'est qu'on est considéré comme étant dans le marché américain. Donc, les sorties de films québécois ont moins de promotion, sont moins vues, sont moins bien perçues que les films américains parce qu'on n'est pas dans le circuit, parce qu'il n'y a pas un circuit québécois proprement parler, il n'y a pas un circuit canadien. Les chiffres du box-office qu'on voit sortir toutes les semaines, ce sont les chiffres américains. Ouais. Donc, un film québécois qui sort, oui, il va avoir ses chiffres, mais globalement, il est on doit se battre contre Avengers, on doit se battre. Tu sais, le dernier Xavier Dolan sort au même titre qu'un film de Marvel, puis c'est contre ça qu'il doit se battre semaine après semaine. C'est un peu impossible. Mm. Fait que ouais, ça c'est assez particulier. On n'a pas notre propre système de gestion, notre propre cinéma, même nos salles ne nous appartiennent pas. Mais bon, bref, ce sera un autre débat à avoir un jour. Ton deuxième coup de cœur, Pride and Prejudice, un film de 2005 réalisé par Joe Wright qui met en vedette Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Rosamund Pike, Carey Mulligan et Donald Sutherland et Dame Judi Dench. Euh, inspiré du roman de Jane Austen, qui se passe à l'époque georgienne dans la haute société anglaise, dans les sociétés royales. C'est quoi Pride and Prejudice? Pour moi, ou c'est quoi Pride and C'est Prejudice? quoi? Peux-tu me le résumer et ensuite me dire c'est quoi pour toi? C'est l'histoire d'Elisabeth, dite Lizzie, qui en fait est à l'âge de se marier, et en fait rencontre le charmant mais détestable Mr. Darcy. Avec l'accent, c'est toujours plus sympa, parce que Monsieur Darcy, c'est vrai que c'est pas top. Ouais, ouais. Qui est au début du film quelqu'un de détestable, qu'on trouve aigri, pas du tout attirant, et à la fin du film, on a envie de se marier avec. Mhm. Et du coup, en fait, qui va. Enfin, comment dire, qui fait partie d'une famille dont la maman sait ce qu'il faut faire
pour avoir un minimum de pouvoir et de prestige dans une société où en fait les femmes ne sont régies que par leur mariage, où en fait sont nées, éduquées simplement dans le but de se marier, où rien, en fait elles n'ont aucune possession à part leurs enfants, et encore là même c'est pas toujours très sûr. Et du coup en fait on sait que miser sur le bon poney, c'est miser sur un héritage, le confort d'une famille. Et du coup, en fait, cette maman, parfois un peu hystérique, mais qui a quand même compris comment la société fonctionnait, essaye de marier aux meilleures parties ses filles. Mhm. Et ça va arriver du coup avec l'arrivée de Mr. Bingley et de Mr. Darcy, qui sont deux gentilshommes enfin, anglais riches comme il faut, qui sont vraiment la définition même du bon parti. Et du coup, c'est vraiment intrigue, caractère, égo et ce genre de choses, mais tout ça dans un cadre quand même politique, féministe, et qui, je trouve, est une super bonne adaptation du roman. Hmm. Et maintenant, pour toi, c'est quoi Pride and Prejudice? Pourquoi ça te touche? Pourquoi ça te parle autant? Parce que ça m'a parlé différemment en fonction de, enfin, suivant tous mes âges. C'est que c'est un film qui m'a, encore une fois, qui m'a suivi quand j'étais jeune. Je le regardais, il passait sur une chaîne française qui s'appelait Énergie 12, il passait tout le temps. Je sais pas pourquoi, mais il passait très régulièrement et à chaque fois je le regardais, des cœurs dans les yeux. C'est vraiment mon comfort movie, quoi. Ouais. Je le regarde, peu importe mes états. Je le regarde et il me fera toujours du bien. Même si je suis déjà bien, il va encore plus me conforter dans ma positivité. Si je suis pas très bien, il va vraiment tellement me faire du bien. Et ouais, voilà, c'est qu'il a des degrés de compréhension qui sont pluriels. C'est que quand on va être petite, on va être fasciné par l'histoire d'amour, par cette maman un peu hystérique parce qu'on va l'associer à la nôtre un petit peu, Mhm. parce que c'est une fratrie et que moi j'ai un frère avec qui je m'entends pas du tout. Enfin, je m'entendais pas quand j'étais petite, avec une sœur avec qui je m'entendais pas, et maintenant qu'on on s'aime comme c'est pas permis. Et du coup, il y a tout ce côté-là, c'est une vie de famille et une vie de débrouille permanente. Donc, on peut y s'identifier un petit peu quand on est enfant. Puis ensuite, on a le contexte, quand on est plus âgé, quand on est plus averti, au collège, début lycée, qu'on nous parle du contexte de la société du 19e. La société, du coup, c'est la société victorienne, il me semble, où en fait, bah, du coup, les femmes à ce moment-là n'ont aucune possession, que en fait, toute leur vie est tournée vers le mariage, vers le fait de procréer aussi. Et du coup, on est un peu plus alerte, on regarde le film avec un autre œil. Puis ensuite, quand on est encore plus âgé et que là, du coup, moi, à mon âge, à 20 ans, je suis mais juste baignée à l'intérieur de ce contexte de regarder des films sous un prisme féministe, sous un prisme antiraciste, ce genre de choses, bref. Du coup, on regarde les films toujours sous un autre angle. Ouais. Et c'est vrai que Pride and Prejudice peut s'adapter à n'importe quel contexte de notre vie. On va l'aimer de la même façon, et en même temps, on va rajouter des nouvelles façons de l'aimer à chaque fois. Ouais. Tu parles des enjeux féministes. C'est quoi les enjeux féministes qui résonnent encore aujourd'hui avec Pride and Prejudice? Bah déjà, en fait, rien que le fait d'avoir peint de façon honnête ce qu'était la vie d'une femme au 19e siècle, je trouve Mhm. que il y a un enjeu féministe, mais peut-être de recontextualisation, de monstration. C'est regarde, c'était comme ça à cette époque-là. On dit pas que c'est bien maintenant, on dit juste que c'était comme ça à cette époque-là, et que du coup, ça résulte de tout un processus historique, mais qui perdure encore maintenant. Et le fait de le montrer, déjà, je trouve que c'est une très bonne démarche. On parle de visibilité en permanence, et c'est vrai que la visibilité, c'est quelque chose d'important. Ouais. Au-delà de ça, il y a ce côté, c'est une héroïne féminine. Et même si, on va dire, je pense que le film ne passe pas le test de Bechdel, vraiment, parce Ah que c'est ouais. vrai que bah, je pense qu'il ne le passe pas, parce que même si on a le personnage féminin qui est Lizzie, qui a plein de personnages féminins, toutes leurs conversations ne sont tournées que vers le mariage. Mais il y a aussi, du coup, ce côté anti-test Bechdel, mais parce que c'est la réalité. Enfin, tu vois, Ouais. il y a ce côté, c'est une réalité, c'est que toute leur vie est tournée vers le mariage. Au-delà de ça, il y a quand même Lizzie qui, sous ses airs un petit peu de personne qui comprend ce qui se passe autour d'elle, n'a pas du tout envie de s'y plier. Mais en même temps, qui est tiraillée parce qu'elle tombe amoureuse. Donc, Ouais. il y a ce côté contradiction, c'est que je veux pas terminer vieille fille, je veux pas non plus être à la botte de quelqu'un que j'aime pas, mais en même temps, je suis tombée amoureuse de quelqu'un. Donc, il y a cette triple contradiction où, en fait, bah, du coup, on blâme pas l'amour, on blâme pas le mariage, on blâme juste simplement le contexte social, le Mhm. contexte historique, quoi. Et en plus de ça, c'est que c'est l'adaptation d'un roman Ouais. qui a été écrit à la période qu'elle dépeint. Et moi, c'est ça que je trouve. Il y a ce côté-là aussi que je trouve assez fascinant. Ouais, ouais, ouais. T'es une fan d'histoire. Ça revient souvent sur ton Instagram, ton TikTok. C'est une matière qui te plaît, qui te parle. Ça vient d'où ton amour pour l'histoire? De mon papa et de mon grand-père aussi. OK?
qui sont, pareil, des grands passionnés d'histoire. Et je les ai beaucoup quand j'étais petite. Et mes grands-parents avaient chez eux une collection, en fait, de petits bouquins. C'était je crois que c'était de édition Larousse Junior. En fait, c'était des petits bouquins qui résumaient certains événements ou certaines biographies de certaines personnes. Et je les lisais, je les dévorais. Et mon père et mon grand-père, comme c'était des gros fans d'histoire et qui, pareil, c'est des grands conteurs, enfin, c'est des personnes qui se mettent à parler, on les écoute et qui racontent super bien les histoires, bah, qui m'en racontaient plein. Et du coup, très rapidement, en fait, j'ai adoré. Moi, j'adore qu'on me raconte des histoires, j'adore le cinéma, donc forcément, Ouais. il y a ce côté. Moi, on me raconte quelque chose, j'ai les oreilles grandes ouvertes, les yeux en cœur, et allez, instruis-moi. Donc, forcément, très rapidement, j'ai vite été passionnée. Et puis, il y a ce côté à la fois, c'est réel, mais en même temps, c'est tellement improbable. Il y a certains événements qui sont tellement gros, qui sont tellement complexes, qui sont tellement des histoires de cinéma, je trouve, que forcément, et c'est passionnant en fait. C'est passionnant quand c'est bien raconté. J'ai pas toujours eu des. Enfin, on parle de matière parce que c'est vrai que c'est là où on enseigne, c'est à l'école. Ouais. Mais pour le coup, ça m'a souvent été très mal enseigné. J'ai jamais eu des profs excellentissimes. Mais parce que, en fait, moi, j'ai besoin qu'on me fasse des blagues pendant qu'on me raconte quelque chose. Et j'avais un prof qui, du coup, m'a redonné ce goût-là, en fait, de l'histoire, mais scolairement parlant. Parce qu'en fait, il faisait des blagues en permanence. Et puis, il écoutait mes réflexions ridicules. Il écoutait tout le monde. Et en fait, il savait comment nous parler. Il savait comment happer l'attention de petits de 11 ans, en fait. Et je pense que tout est une question d'adaptation à ton public. Ouais. Et l'histoire, c'est que ça, en fait. C'est que ça peut être très intéressant, mais si on essaye d'expliquer, je sais pas, les enjeux politiques du 19e siècle à un enfant de 6 ans, enfin, forcément, Oui, tu vas pas ça peut aimer devenir l'histoire, lourd. quoi. Oui, oui. Voilà. On a parlé de l'époque georgienne en Angleterre. As-tu une période de prédilection? As-tu une ère, une époque, une décennie ou peu importe où tu te dis celle-là, c'est mon dada. Celle-là, là, je veux tout apprendre sur cette petite pointe de l'histoire, là. Ah, tu l'as vu sur mon compte TikTok, c'est la Renaissance. Pour le Ah coup, la ouais. Renaissance française, surtout. OK. Parce que bah, on est toujours évidemment intéressé par ce qu'on connaît. Mais ouais, la Renaissance française, en plus, c'est une période de faste, mais en même temps une période sombre. Il y a ce côté un peu, enfin, à double tranchant. Il y a le côté clinquant, mais il y a le côté hyper sanglant. Et c'est vraiment une période qui je trouve fascinante. Ouais. As-tu une histoire, une anecdote de la Renaissance qui te plaît plus particulièrement ou un espèce de fun fact là, pour prendre l'anglicisme? De fun facts. Hum, je dirais Lady qui a signé Catherine de Médicis et qui est tombée dans l'oubli. Et on a tous encensé l'édit de Nantes qui a en gros cessé en 1598 les guerres de religion française, qui est une guerre civile qui a fait énormément de morts et qui est à l'origine de la Saint-Barthélemy. Je ne sais pas Mhm. si c'est Ouais. une histoire qui est bien connue au Québec. Mais Pas, en fait, pas bien connu, mais on en a entendu. Ben, en tout cas, pour les fans d'histoire, oui, on en entend parler, ouais. forcément, oui. Bah, du coup, pour ceux qui sont pas forcément fans d'histoire, il y a eu une guerre civile en France lorsqu'il y a eu du coup l'ascension, le développement extrêmement rapide et surtout intense du protestantisme, alors que la France est un pays qui a une religion d'État et c'est le catholicisme. Du coup, il y a une grosse fracture entre les deux religions et un traitement, on va dire, des protestants au début qui était voilà, on va dire qu'on n'avait pas forcément d'âme à ce moment-là, hein, enfin, la royauté n'avait pas du tout d'âme à ce moment-là, voilà. Et du coup, ça a généré des guerres de religion où il y a eu des atrocités faites des deux côtés. Et en fait, il y avait un pouvoir qu'on a toujours dépeint comme un pouvoir enfin, de répression. Et finalement, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que celle qu'on dépeint comme la veuve noire, comme l'empoisonneuse de service, Catherine de Médicis avait en fait fait une politique de pacification extrêmement intense, extrêmement rude, où en fait elle essayait de cohabiter en permanence. Tout son règne était tourné vers la cohabitation des protestants et des catholiques, mais avec évidemment l'envie de conserver la religion d'État, mais avec une acceptation, vraiment une cohabitation des deux religions. Et en fait on attribue cette pacification à la fin de la guerre de religion, il y en a eu 8 en tout, Mhm. à Henri IV, qui en fait a fait l'édit de Nantes, mais pour conserver sa place sur le trône, en fait. Donc, il y a ce côté-là. Je trouve que c'est un des fun facts qui m'a le plus troublée. Parce que du coup, on l'a un peu érigé, moi, quand j'étais gamine au collège et qu'on m'a parlé de l'édit de Nantes, on a érigé Henri IV comme le grand sauveur de la France Ouais. qui a mis fin à la guerre civile, alors qu'en fait, c'était totalement.
c'est quand même une personne protestante qui s'est convertie au catholicisme pour devenir roi et qui a fait l'édit de Nantes parce qu'il avait trahi sa famille, quoi. Mhm. Donc il y a aussi un côté intérêt personnel, alors que Catherine de Médicis, il n'y a pas le côté personnel, il y a le côté vraiment stop les guerres de religion, faut qu'on arrête, c'est pas possible, c'est tuerie, quoi. Oui, oui. C'est de tout temps, c'est de toute époque de recontextualiser l'histoire selon nos standards. J'ai l'impression quand même depuis quelques années. Enfin, ici, on essaie d'avoir une relecture, ouais, une relecture de l'histoire qui cadre un peu mieux dans la réinsertion, par exemple, au Québec puis au Canada, des Premières Nations, des peuples autochtones. On essaie de remettre des femmes dans les positions de pouvoir qu'elles ont pu avoir, de ne pas juste centrer l'histoire autour des hommes blancs. Est-ce qu'il y a ce même mouvement-là en France? Ouais, il y a clairement. Après, c'est peut-être un peu plus de niche, mais moi, je le vois beaucoup parce que bah, c'est ce que j'essaye aussi de faire. Enfin, je parle justement que de femmes. Pour le coup, quand je fais les biographies de personnes, Mhm. je parle essentiellement de femmes pour montrer qu'il y a eu des femmes de pouvoir et que même si elles n'étaient pas les premières têtes, on va dire, des gouvernements, elles étaient là et c'était elles qui tenaient les rênes. Et j'en ai encore plein d'autres à présenter. J'en ai présenté que deux à l'heure actuelle, mais il y en a encore plein d'autres. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi, ouais, c'est vraiment cette relecture de, on a attribué certains grands faits à des hommes, alors qu'en réalité, c'était des femmes. Par exemple, le fait d'avoir volé des brevets, des brevets de sciences, des Mhm. inventions qui en fait ont été faites par des femmes et qui ont été volées du coup par leur mari, par leur papa, par leur maître de thèse, par Oui. leurs collègues. Et du coup, pour s'attribuer en fait le mérite. Et je trouve qu'il y a quand même Enfin, pas... du coup, c'est pas une réécriture, mais c'est une véritable relecture. Et ça se fait de plus en plus, et pour le meilleur, parce que c'est pas de la réinterprétation, c'est véritablement de la relecture. Et regardez, on est passé à côté de ça, alors que c'est connu, mais qu'en fait, juste, les personnes n'avaient pas la voix assez forte, ou en tout cas, on se bouchait un peu les oreilles quand elles nous le disaient, quoi. Oui. Et on se bouche plus les oreilles maintenant. Oui, si on revient un peu à Pride and Prejudice, il y a ça quand même. Je crois que chaque décennie a sa relecture, encore une fois, de cette histoire, à sa manière, avec les codes de chaque époque qui sont appliqués, nos visions de chaque époque Mm. qui sont remises au goût du jour dans Pride and Prejudice. C'est ce qui est formidable d'une histoire comme celle-là, c'est qu'elle est adaptable. Même chose avec Little Women qui est sorti Mm. il y a un an ou deux. Ces Qui a été adapté histoires-là. plein de fois, justement, qui prouve le côté relecture permanente, c'est que ça a Oui, été adapté trois, quatre fois. oui. As-tu une scène préférée dans Pride and Prejudice, celle tu l'as vue, je sais pas combien de fois, mais si je comprends bien, tu m'as dit que tu le regardais une fois par mois. Donc, Ouais, ça, vraiment. je connais pas ton âge, mais on peut faire un calcul, là, mais Ça fait beaucoup de euh, fois. beaucoup de fois. Une scène, tu sais que cette scène-là s'en vient, puis là, c'est ton moment, tu te dis, ah ouais, ça, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte d'en visiter. Il y a un moment qui, pour moi, résume tout le film. Et je pense que les personnes qui sont, enfin, pareil, fans du film voient exactement laquelle je parle. Mais où, en fait, Lydie, en fait, comment dire, monte à l'intérieur de son, enfin, pas un carrosse, mais de son carrosse de fortune. Et en fait, Monsieur Darcy lui attrape la main, la dépose, et en fait, en partant, il fait un petit mouvement de la main. Et pour moi, ça résume tout le film. Il y a le Mm. côté, j'ai eu un geste extrêmement affectueux, mais en même temps, il y a mon ego qui parle, quoi. Et du coup, c'est vraiment le résumé même du film, parce qu'elle le regarde avec curiosité, et puis après, avec un peu de déception en même temps. Enfin, il y a tout se résume en fait à cette scène-là, mais enfin, au développement des personnages, pas forcément les thèmes. Mais en tout cas, les personnages, tout se résume dans cette scène. Et moi, à chaque fois, je suis comme, je me pose, rewind, et ensuite je la remets. Je fais, ah, j'adore cette scène. Ton troisième coup de cœur maintenant, Les Amants, 1958 de Louis Malle. Euh, je trouve ça toujours intéressant, un film qui est sorti la même année que Vertigo. Surtout un film qui peut avoir des thèmes qui se rapprochent, des thèmes qui communiquent les uns avec les autres. Film qui a créé beaucoup de bruit à l'époque, Les Amants, Mm. parce que c'était jugé érotique, parce que c'était Mm. jugé quasi pornographique dans certaines régions du monde. Ce film-là a été censuré aux États-Unis, censuré un peu partout. Ça met en vedette Jeanne Moreau dans le rôle de Jeanne Tournier, Jean-Marc Bory et Alain Cuny. Ça parle de quoi? Ça raconte quoi, Les Amants de Louis Malle, qui était tout jeune à l'époque, qui était très jeune quand il a fait ce film-là.
Alors, Les Amants, que j'ai vu très récemment Ouais. et qui m'a vachement troublée, bouleversée, mais dans le très bon sens du terme. Déjà, je suis amoureuse de Jeanne Moreau, mais dans Ouais. tous les films dans lesquels elle a joué, peu importe les âges, à chaque fois, je suis juste mais scotchée. Et du coup, Les Amants, c'est simplement l'histoire d'une femme qui découvre ce que c'est que l'amour. Pour le coup, c'est Ouais. vraiment ça. C'est que, en fait, c'est une femme qui est terriblement consciente de ce qu'est l'amour, de ce qu'est l'attirance et de ce qu'est l'affection. Mhm. Et le film décline en fait ces trois sentiments qu'on associe à l'amour pur, le décline en trois personnages qu'elle va aimer du coup de trois façons différentes, en même temps exécré et en même temps aimé passionnément, mais du coup de trois façons différentes. Et ce film-là, c'est cette déclinaison-là, et on l'a jugé érotique, presque pornographique, tout simplement parce que il y a une scène où en fait elle s'abandonne un peu à l'amour, mais l'amour charnel et passionnel, son véritable amour, celui pour lequel elle pourrait perturber toute sa vie. Et en fait, du coup, une scène d'amour à proprement parler, mais amour au sens le plus primaire, nus ensemble, et la nudité dans les années 58, enfin dans les années 50, en 58, évidemment, on s'y attend, c'est pas le truc qu'on voit tous les jours. Oui. Et, euh, et en plus, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'érotisation, mais c'est très beau en fait. Et puis maintenant, on le voit avec notre œil 21e siècle, donc ça nous choque absolument pas. Mais encore une fois, tout est une question de contexte, mais c'est tellement pas choquant. Tellement C'est pas choquant. c'est quand même intéressant d'avoir ce portrait d'une femme qui est mariée, qui a un amant, mais qui tombe amoureuse d'un troisième homme. C'est génial. Et moi, c'est ce que j'ai adoré parce que je savais que c'était l'histoire d'une femme qui allait tromper son mari. Ouais. Donc moi, pendant tout le film, je m'attendais. Du coup, elle est mariée en fait avec un homme qu'elle aime énormément, mais pour qui elle n'a pas cette attirance charnelle, on va dire. Elle dormirait pas dans le même lit que lui. Ouais. Ça lui viendrait pas à l'esprit. Mais du coup, qui travaille beaucoup. Il y a quand même ce côté cliché, mais on est en 58, donc est-ce que c'est cliché? C'est devenu cliché, je pense, au fur et à mesure. Et c'est là où en fait ça m'a fait vachement rire et que j'ai beaucoup aimé ce film, c'est que tous les tropes enfin, des rom-coms ou alors des comédies romantiques dramatiques sont dans ce film-là, mais Mhm. comme il date de 1958, ils sont venus après ces tropes-là, quoi. Ouais. Et du coup, enfin, elle a beaucoup d'affection, beaucoup de, enfin, comment dire, beaucoup d'amour, mais presque platonique pour ce mari avec qui elle a eu des enfants, donc elle a quand même aimé, pour qui elle a bouleversé sa vie, parce qu'elle s'est mariée, parce qu'elle a eu des enfants, donc il y a quand même ce côté bouleverser sa vie pour un amour, mais un amour qui peut s'éteindre et qui peut se transformer en beaucoup d'affection, d'amitié, et où en fait, du coup, elle rencontre pendant ses allers-retours à Paris ou à Dijon, je sais plus, à Paris, je crois, parce qu'elle vit à Dijon, dans la banlieue de Dijon, elle rencontre du coup un homme pour qui elle a une attirance, elle est heureuse parce qu'en fait, elle se sent désirée, elle se sent séduite et du coup, elle minaude. Mais elle va pas bouleverser sa vie pour cet homme. Et c'est là où, en fait, du coup, tout le film, on s'attend à ce qu'elle bouleverse sa vie, à ce qu'elle dise, bon, je quitte mon mari. Et finalement, en fait, ça va être pour totalement quelqu'un d'autre qui va justement représenter ce côté passionnel, ce côté, mais c'est l'amour, c'est ce que je recherchais enfin, pendant très longtemps. Et, Mhm. et ce côté vraiment disruptif, c'est je détruis tout parce qu'en fait, j'ai besoin de rien d'autre que ça, en fait. Et il y a quand même le côté, on pourrait lui en vouloir, on pourrait la détester parce qu'elle a quand même des enfants, qu'elle les abandonne. Mais elle a quand même cette conscience de, il y a mes enfants quand même, c'est pas bien. Ouais, ouais, ouais. Non, non, tout à fait. Puis c'est surtout à une époque où, en 58, on divorce pas, là. On ne pense pas du tout. Bah, c'est vrai que c'est une société qui est quand même encore très ancrée enfin, dans des valeurs chrétiennes. Le mariage, c'est quand même une institution. Et voir une femme infidèle à l'écran, déjà que ça se faisait pas aux États-Unis, c'était interdit Ouais. par le code Hayes. Bah là, le voir en France, alors qu'on est quand même si d'un point de vue narration, d'un point de vue film, on fait pas les mêmes films, il y a quand même une influence. C'est qu'on voit des films américains en France, donc notre œil est habitué à ne pas voir l'infidélité, à voir enfin, la femme aimante qui a des enfants et qui est au foyer. Mais on voit pas du tout une femme en rôle titre qui va avoir une relation d'infidélité, mais surtout à qui on va pas lui en vouloir, on ne blâme pas l'infidélité. Et alors ça, c'était totalement interdit aux États-Unis de ne pas blâmer l'infidélité. C'est que si une personne a un comportement qui est contre les bonnes mœurs chrétiennes et les bonnes mœurs en général, ça doit être présenté comme quelque chose d'extrêmement négatif à ne pas reproduire. Ouais. Alors que là, le film, c'est pas du tout ce qu'il montre. Ouais. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans les. Enfin, ici, on est beaucoup dans les questions de polyamour, Mm. est-ce qu'on accepte la polygamie, est-ce qu'on s'ouvre à des relations ouvertes, là? Bon, tu sais, la notion de couple ouvert est de plus en plus, Ouais. disons, acceptée, ou peut-être plus par
par Banalisé, notre quoi. génération. Comment? Banalisé un peu. Oui, 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 oui. Puis c'est quand même bien vu aujourd'hui de pouvoir se dire en couple ouvert ou d'avoir cette acceptation que l'autre peut aller ailleurs, mais on peut on peut imaginer, mais on peut difficilement imaginer en même temps ce que ça pouvait être dans, dans, dans les années 50, presque dans les années 60, puis on est au balbutiement de ce qui deviendra l'espèce d'éclatement des années 60 où là, les règles ne tiennent plus, puis tout le Mm. monde peut faire un peu. On a l'impression que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Cette génération-là de baby boomers là, tu sais, qui s'attribuent beaucoup de mérite, qui s'attribuent beaucoup de trucs beaucoup de révolutions. Euh, je sais pas trop où je m'en vais avec ça. Je voulais poursuivre la conversation, mais je veux savoir, tu as dit que Jeanne Moreau, tu lui voues un grand amour. Parle-moi de Jeanne Moreau. Elle représente quoi, Jeanne Moreau, pour toi? Jeanne Moreau, pour moi, déjà, c'est aucune limite dans les rôles dans lesquels enfin, dans les rôles qu'elle va interpréter, qu'elle Mhm. va camper, qu'elle va choisir. J'ai découvert dans assez peu de films en soi, parce que c'est vrai que elle a quand même eu pas mal enfin, de rôles secondaires. Mais sinon, moi, je l'avais découverte, comme je pense pas mal de personnes, dans Jules et Jim de Mhm. Truffaut, et où encore une fois, on parlait de polyamour, et même si c'est pas du tout, pour moi, c'est pas du tout un film sur le polyamour, au contraire, c'est quand même, il y a un côté libération un petit peu de elle, enfin, sa libération à elle, parce qu'elle aime, puis elle n'aime plus, puis elle aime, puis elle Mhm. n'aime plus, mais en même temps, elle aime trop fort, et en même temps, elle aime jusqu'à en crever en soi. Ouais. Et du coup, c'est vrai on érige souvent Jules et Jim comme le film sur le polyamour, alors que pour moi, c'est pas du tout ce qu'il raconte. Au contraire, je trouve qu'il a un Non, non, côté même non, un c'est peu trop ça. conservateur. Et même si j'adore ce film, je l'avais découvert du coup là-dedans. Et pareil, j'avais adoré sa diction, son bagou, ce côté en fait beauté et charme enfin, très élégant, très bourgeois. Et en même temps, qui est capable de se déguiser en mec et de courir comme un petit Gavroche. Et j'ai adoré cette dualité chez elle parce qu'en fait, vraiment, il y a ce double en fait que les réalisateurs, à mon avis, ont adoré et ont utilisé parce que bah, dans Les Amants, elle arrive comme une figure un peu virginale presque, la femme parfaite avec le beau chignon, la belle robe, elle est élégante comme c'est pas permis. Mhm. Et en même temps, elle doute, est-ce que je vais tromper ou pas mon mari? Et du coup, cette élégance qui contraste avec des mœurs qui sont pas celles qui sont acceptées à ce moment-là, et ou alors le fait de se travestir, bah, j'aime bien ce double truc. Et c'est pour ça que je la trouve vraiment fascinante parce qu'elle n'a pas eu peur de camper ce genre de rôle, d'aller dans la provoque, parce que c'était considéré comme de la provoque de se mettre nue dans une scène, dans un film qui est censé être tout public. Et Mhm. elle n'a pas eu peur de la censure, elle s'est dit, mais le film est génial et autant le faire, quoi. Ouais. C'est quoi avoir cet héritage cinématographique-là qu'on qu'on n'a pas nécessairement nous ici? On a quand même quelques grands films, quelques films très puissants au Québec, mais d'avoir cette culture du film-là en France, c'est quand même énorme. Ça a eu des effets pervers, je trouve. Ouais, Parce que c'est vrai on est le pays qui officiellement a créé le cinéma, vu qu'on a eu nos chers frères Lumière ouais. qui ont inventé le cinématographe. C'est vrai qu'on a été berceau d'énormément d'innovations, d'inventions, d'amélioration des codes narratifs, des thématiques. On a créé, enfin, la nouvelle vague a créé énormément de choses, beaucoup de codes qu'on voit maintenant. C'est con, mais on peut faire un parallèle entre la nouvelle vague et Deadpool. C'est que Deadpool parle en face cam, ça a été créé par la nouvelle vague. Enfin, c'est quand même assez drôle. C'est que des films considérés comme mainstream ont été inspirés par des codes créés par des trucs pas du tout mainstream. Mais à la fois, je trouve que ça a des effets pervers parce que cette surintellectualisation d'à peu près tout a fermé les portes du cinéma français à beaucoup de personnes. Et du coup, maintenant, comme ça reste une industrie, on se concentre et on produit des suites, des Mhm. adaptations. Et du coup, je dis pas que ces films sont mauvais parce que moi, ça fait tourner l'industrie cinématographique en France et les salles, etc. Mais à la fois, je trouve que du coup, on perd un peu en qualité parce que ce qui est montré et mis en avant, c'est ce qui va ne pas faire peur. Ouais. Alors que c'est dommage, j'ai vu énormément de grosses pépites françaises très récentes, mais c'est vrai que notre héritage culturel cinématographique est pas vu. Ouais. En tout cas, il est adulé, il est idéalisé, mais il est pas vu, surtout. Et Mhm. c'est dommage parce que Les Amants, c'est une comédie romantique, c'est une romance dramatique.
c'est bête à regarder. Enfin, c'est pas. Il faut pas avoir des prédispositions intellectuelles, il faut pas s'y connaître en cinéma pour le regarder et l'apprécier. C'est une femme qui est pas heureuse dans son mariage et qui s'abandonne à une passion charnelle. On voit ça tout le temps maintenant, mais juste avec une esthétique extrêmement enfin, Netflixienne, tu vois. Oui. Et même si moi, ces films, j'en raffole un peu. J'avoue que toutes les rom-coms Netflix, je les regarde toutes parce que je sais pas, il y a ce côté pas prise de tête. Mais en fait, on a tellement considéré le cinéma français comme un cinéma d'avant-garde, comme un cinéma de la perpétuelle réinvention, de la perpétuelle intellectualisation. Enfin, nos critiques, nos textes théoriques sont vraiment, mais c'est une mine d'or. Mhm. Mais du coup, ça va créer une aura autour du cinéma français un peu plus ancien qui va le rendre inaccessible et du coup le grand public ne veut pas, a peur, a pas du tout envie. Et en fait, une personne qui va faire des recommandations sur des films un peu plus anciens, on va directement dire ah non mais c'est bon, enfin tu vois, tu fais ton artiste, tu fais ton intello. Bah non, c'est juste que j'ai eu la curiosité de les regarder et qu'ils sont bien et que Ouais. je suis pas plus intelligente que toi, j'ai pas des chromosomes ou des neurones en plus que toi. C'est juste que j'ai eu la curiosité Ouais. et c'est dommage. En terminant sur tes coups de cœur, ce que je trouve intéressant, tous tes films sont reliés par un, un certain aspect où on aborde la romance, le désir, on aborde certaines passions brûlantes d'une certaine manière, toujours en marge des codes sociaux de leur époque. Il y a la notion de furries, la notion d'exploration, de découverte de soi avec Ruckus. Dans Pride and Prejudice, c'est de savoir si on veut ou pas se marier avec un homme qui pourrait nous apporter une certaine sécurité, mais en même temps qu'on peut le détester. Les amants, ben, c'est cette notion de vouloir tout abandonner à une époque où c'est mal vu. Je trouve ça fascinant que dans tes trois films, il y ait ça qui se recoupe. Mm. Mais après, c'est aussi peut-être relatif à l'âge que j'ai. C'est que forcément, 20 ans, c'est aussi encore un âge où on s'explore, soit avec les autres, l'altérité, tout ça. Mhm. Et du coup, c'est vrai que ça revienne, c'est c'est quand même trois films différents, mais c'est vrai que en définitive, ils se rejoignent, ils s'entrecoupent par ce thème qui est présent dans tous, mais qui est présent dans beaucoup de films quand même. C'est vrai que les grands films qui ressortent, on va dire, qui sortent un peu du lot sont des films qui ont été à contre-courant. Hitchcock est allé à contre-courant, Ouais. a inventé son propre truc, et pourquoi c'est lui qu'on cite à chaque fois. Citizen Kane, c'est pareil. C'est le Le film, on va film. dire, par excellence. Et quand on est en études de cinéma, si tu l'as pas vu, bah c'est vrai que voilà. Mais pareil, c'est un film qui parle pas de ces thèmes-là, mais qui est, on va dire, à contresens de ce qui se faisait. Euh, et les grands films sont souvent des grandes révolutions et des trucs censurés, des trucs dont on parle pas. Et à la fois, du coup, c'est pour ça que je déplore le côté de plus en plus consensuel des films et aux États-Unis, en France, parce que c'est vrai que c'est le cinéma qu'on voit le plus et dont on se nourrit le plus. Mais ouais, c'est cette consensualité permanente où un peu lissé, très bien léché, c'est cool, c'est agréable à regarder, c'est de l'entertainment, on passe un très bon moment, mais Mhm. je suis pas bouleversée, je le suis pas. Ouais. Et même si j'aime passer du bon moment, parce que c'est vrai que j'ai une très mauvaise concentration. Et quand je regarde ces films-là, il y a ce côté abandon total. Je peux regarder quelque chose à côté, mais je vais quand même comprendre le film. Et c'est très agréable, on est dans un cocon sur un petit nuage. Mais du coup, il n'y a pas cette dureté parfois du visionnage du film, il n'y a pas ce côté je vais y penser encore le soir, je vais en rêver même peut-être, je vais en cauchemarder, ça se trouve, dans une semaine, il m'aura encore bouleversée et je vais vouloir parler que de ça. Et les amants, j'en ai parlé pendant 2 semaines, non-stop. C'est que j'avais Ah. envie d'écrire une critique dessus, j'avais envie d'en parler à tout le monde. Mais parce qu'il m'avait vraiment fasciné. C'est pas parce qu'il est vieux, c'est pas parce qu'il date de 58 qu'il est en noir et blanc, parce qu'il y a Jeanne Moreau et que je suis amoureuse d'elle. Non, c'est pas ça. C'est juste que ce film a vraiment déjà bouleversé mon visionnage. Je ne l'ai pas regardé en étant passive, en étant dans mon cocon. J'étais prise dans le truc. Et en même temps, il y avait ce côté, il me marque vraiment, mais genre au fer blanc, quoi. Ouais. Et c'est dommage parce que la plupart des films que je regarde maintenant sur Canal, vu qu'ils mettent à disposition Canal Plus beaucoup de films récents, c'est eux qui achètent ou qui préachètent un gros gros pourcentage des films français et du coup qui les mettent après sur leur plateforme de films français qui sont sortis en salle. Et du coup, je les regarde souvent avec mes parents et c'est vrai que je passe un très bon moment. Je vais me coucher et le lendemain, parfois Ouais. je me souviens même pas de ce que j'ai vu. Ouais, il est zappé complètement.
Voilà, et c'est pas qu'une question de plus je regarde de films, plus moins je m'en rappelle, c'est plus je regarde de films, plus je sais faire la différence entre ce qui va me bouleverser et ce qui va pas me bouleverser, quoi. Ouais, très bonne réponse. On va faire une Un petite peu longue, pause. on s'est perdu. Et tant mieux. Et tant mieux, c'est ça qu'il faut, c'est ça une discussion. Euh, Au retour, tu nous expliqueras pourquoi toi, Lauriane, tu t'es pas laissé tenter par les charmes du genou de Claire d'Éric Rohmer. Et on terminera l'émission du côté de Shakespeare et sa réinterprétation toute adolescente début 2000 avec 10 Things I Hate About You. À tout de suite. Je profite de ce moment pour vous dire que On Jase de Film est disponible sur Patreon au www.patreon.com/On Jase de Film. Vous y retrouverez le podcast L'Armoire à cassette où je jase avec ma sœur Geneviève des nombreux films qui ont marqué notre enfance, ainsi que le podcast Amour et Flamèche où je fais découvrir pour le meilleur et pour le pire les films de l'univers Marvel à ma meilleure amie Camille. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Christopher Prudhomme, Daria Desjardins, David Saint-Pierre, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, Guillaume Ruet, Jade Osorus, John Vanas, Tout simplement Joe, Zachary Cyr-Bellec et Éric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com/On Jase de Film. En terminant, si vous avez 2 petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en jase de films avec mon invité Lauriane Aumont, avec qui en première partie on a parlé des films Raucus, Pride and Prejudice et Les Amants. Restons dans le cinéma français pour faire suite aux Amants de Louis Malle. On s'en va maintenant du côté de Éric Rohmer avec Le Genou de Claire, un film de 1970 qui met en vedette Jean-Claude Brialy, Aurora Cornu, Béatrice Roman, Laurence de Monaghan, Michel Montel et un jeune Fabrice Lucchini qui en est à son premier film qu'on pourrait dire majeur, mais son deuxième ou troisième film dans sa filmographie. C'est un film que tu as détesté, tu m'as dit. C'est quoi Le Genou de Claire? Pourquoi ce film-là t'as pas parlé? Alors, Le Genou de Claire, c'est l'histoire du coup d'un Jean-Claude Brialy, barbu, un peu gros ours, qui est sur le point de se marier, mais qui rencontre sur le lac d'Annecy pendant ses vacances d'été une petite gamine de 15 ans avec qui il entame une relation de séduction extrêmement malsaine. Ouais. Et puis ensuite, il va rencontrer sa grande sœur et il va être obsédé par son genou, d'où le genou de Claire, car la demoiselle s'appelle Claire. Et en même temps, il est plus ou moins pourchassé par une femme qui est amoureuse de lui. Enfin bref, c'est un dialogue philosophique, c'est des plans luxuriants avec des dialogues interminables et magnifiquement écrits, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et, mais avec quand même ce côté, il a 40 ans et il a un plot, un love interest avec une gamine de 15 ans, qui est la première partie de ce que j'ai détesté dans le film. La première partie. La deuxième, maintenant? La deuxième partie, le genou de Claire. Et la troisième partie, la mise en scène et les dialogues, comment c'est mis en relation, et enfin plutôt comment c'est pas mis en relation en fait. C'est comment dire, le genou de Claire, je l'ai vu pendant le confinement pour la première fois, c'était mon tout premier Homer. Okay. Et j'en avais jamais vu, mais évidemment, c'est un réalisateur qu'on encense beaucoup. Il a beaucoup écrit sur le cinéma, on a beaucoup écrit sur lui aussi. Il a été prolifique, mais voilà, c'est un personnage aussi. C'est quand même Rohmer, c'est pas juste un réalisateur, c'est quand même un réalisateur particulier, autant par ce qu'il a fait, parce qu'il est quand même très inégal. Dans sa filmo, c'est très spécial, c'est hyper éclectique, mais pas toujours dans le côté positif. C'est qu'il a fait des trucs qui se rapprochent plus du mauvais téléfilm M6. Il a aussi fait des trucs qui sont des chefs-d'œuvre absolus, incontestables, vraiment. Ouais. Même moi, je peux pas dire, mais non, c'est pas le cas. Mais Le Genou de Claire est considéré comme un chef-d'œuvre et je trouve que c'est très discutable, déjà autant sur les thèmes qui sont abordés, sur la façon dont c'est abordé et surtout sa postérité. Et déjà, je pense que simplement le fait d'avoir prononcé ce love interest entre une personne de 40 ans et une personne de 15, mais c'est absolument pas en fait traité comme quelque chose de problématique. Et moi, c'est ça que je trouve problématique dans ce film-là. Oui, ce qui pouvait apparaître
bien vu à une époque, disons-le Mm. comme ça. Je repense souvent à une scène de Manhattan de Woody Allen. Euh, Ça commence, ils sont au restaurant. Woody Allen a 40 ans, il est avec une jeune femme ou une femme qui a de l'air très jeune. Euh, Elle quitte pour aller à la toilette et Woody Allen dit à ses amis, elle a 16 ans, pouvez-vous croire? Bon, après ça, de ce qu'on sait sur Woody Allen et qui dit que ses films sont pas autobiographiques, on Oui. peut, on peut remettre ça en question. Mais ça fait partie des mœurs d'une certaine époque que des hommes dans de- d'âge mature, d'un certain âge, de 30 ans en montant jusqu'à 60, 70, soient vus avec des femmes mineures. Qu'on pense à Picasso, qu'on pense à Salvador Dali, qu'on pense à beaucoup, beaucoup de Bah, réalisateurs, plus récemment, qu'on pense à Claude François aussi, hein. qu'on pense à Claude François. Oui, ouais, qui lui aussi avait, ben, je pense, non, il a jamais eu 40 ans, mais bon, Mais non, jusqu'à pas eu le son temps. électrochoc, qui était avec des femmes de 12, 13, 14, 15, 16 ans. Et sur des plateaux télé, en fait, presque pas s'en vantait, mais en tout cas disait qu'une jeune fille passée 18 ans n'a plus d'intérêt, est trop vieille pour lui Ouais, à la télé. oui, oui, Voilà. oui. On sent le Un cas, malaise qui est palpable. oui, c'est ça, un cas qui avait fait grand bruit au Québec aussi, c'était l'affaire Madinef aussi, Ouais. parce que bon, on avait une chroniqueuse qui, bon, aujourd'hui, on peut remettre en question beaucoup de choses qu'elle a dit, mais qui lui avait tenu tête chez Pivot déjà dans les années 80 en disant, vous mettez en scène de la pédophilie dans vos textes et Mm. vous l'encensez, et pour vous, c'est correct, puis lui, il se défendait. Euh, j'ai- c'est pas juste en France, mais j'ai l'impression que c'est caractéristique de la France d'avoir encensé des relations pédophiles. Ouais. Bah déjà, rien que le bouquin Lolita, c'est un monument en France, quoi. Enfin, Hmm. on va dire que c'est un peu un classique. Alors que j'ai lu un article hyper intéressant il n'y a pas très longtemps sur en fait le fait que Lolita, après je sais pas si c'est une étude qui avait déjà été menée, ce qui est pas impossible, mais en fait Lolita c'est une gamine quand même de 12 ans, hein, à la base, Ouais. et en fait représente le fantasme ultime du personnage principal, enfin en tout cas du narrateur, et où en fait il voyait en elle ce qu'il désirait, et que c'est en fait le comportement qu'elle avait, ce n'était que des interprétations que lui faisait, et que du coup c'était pas vraiment ce qui se passait, et que du coup il voyait en elle, il projetait sur elle tous ses désirs, tout ce qu'il aimerait voir en fait, et du coup quand même qui sont des désirs détraqués, mais qui sont pas présentés comme des désirs détraqués, mais plus comme la faute de la très jeune fille. Ouais. Et, euh, et ça reste quand même un roman qui est lu, même peut-être enseigné, j'en suis pas certaine, mais c'est pas impossible. En tout cas, dont on a entendu parler, et je pense que même des personnes qui sont pas des gros gros lecteurs connaissent de nom Lolita. Mhm. Ouais. Déjà parce que le terme, du coup, est quand même entré dans le langage courant. Mais quand même, à la base, c'est plus ou moins l'apologie de la pédophilie. Et surtout, c'est le principe même de blâmer la personne envers qui on a des pulsions sexuelles, quoi. Ouais. Il y a aussi une autre notion qui a été nommée il y a quelques années. En anglais, c'est le male gaze, Ouais. qui est cette notion que la façon que des hommes filment le corps des femmes pour volontairement les érotiser. Puis, juste dans un titre comme Le genou de Claire, on peut se douter qu'on ne sera pas. C'est ça. Ce genou-là est mieux d'avoir quelque chose de particulier, d'intéressant à nous montrer, mais c'est déjà que tout le film tourne une grande partie du film tourne autour de un gars que son obsession, c'est de pouvoir toucher du bout du doigt le Mm. genou de quelqu'un. Il y a un Enfin, décalage avec l'époque. Il y a un il y décalage a, quand il y a le même. fétichisme déjà. Oui. Et, mais ouais, du coup, tu parlais du male gaze, qui est une notion qui s'introduit de plus en plus, on va dire, dans les études sur le genre, enfin, en anglais, c'est plus parlant parce qu'il y a un vrai terme pour le genre comme on l'entend, donc les gender studies et pas les jeunes, tu Ouais. vois. Genre, voilà, nous, tu sais, il y a plusieurs significations, le terme de genre. Ouais. Mais ouais, en gros, le male gaze qui a été introduit de façon très populaire par, du coup, Iris Bray, qui a écrit en fait un ouvrage qui s'appelle Le regard féminin, il me semble, qui Mhm. en fait est un essai sur le male gaze, où elle le développe, le décline, et surtout qui parle de l'existence d'un female gaze, mais qui s'interroge aussi sur son existence. Et c'est pas simplement
le fait de filmer un corps en l'érotisant, mais ça résulte déjà d'un processus qui n'est pas toujours que lié aux femmes, c'est la sexualisation permanente, mais tu peux aussi, comment dire, c'est pas toujours lié qu'aux hommes qui réalisent, c'est que tu peux faire du male gaze en étant une femme aussi. Mhm. C'est que, en fait, le cinéma a été construit au travers d'un regard qui était masculin. Parce que le Mhm. male gaze, c'est vraiment ça, c'est par définition littérale, c'est le regard masculin. Et en fait, du coup, tout le cinéma, tous ces codes ont été créés par majoritairement des hommes, parce que la plupart des femmes ont été oubliées. La plus connue, mais qui ressort de plus en plus, c'est Alice Guy, qui a fait le premier film de fiction, qui a beaucoup inspiré Georges Méliès, mais qu'on a beaucoup plus retenu, aussi de talent son travail fut. Mhm. Mais c'est vrai qu'on l'a pas mal oublié. Mais c'est vrai que du coup, on a beaucoup construit le cinéma et ses codes au travers de ce regard masculin. Et en fait, qui est devenu un héritage, mais quelque chose d'hyper naturel. C'est vrai que maintenant, quand on filme, on va peut-être très naturellement, je sais pas, faire un plan sur une femme et on va la traiter, la mettre en scène d'une façon totalement différente euh, qu'avec un homme. Ouais. Et ça, tu peux le voir même dans des films réalisés par des femmes. Et, euh, et parce que c'est intériorisé, tout simplement, parce que c'est un héritage, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps et tu reproduis ce que tu vois. Et quand en fait, au bout d'un moment, tu finis par te rendre compte de cette existence-là et que tu essaies de la déconstruire, c'est là où le chemin va vraiment se faire, quoi. Ouais. Ouais. On va passer à ton. Ben, ouais, c'est ça. Je pense que c'est tout ce qu'on peut dire sur le jeu nucléaire. Sur le Rendu jeu là. nucléaire, c'est que c'est une expérience à vivre. Si vous avez envie de le regarder, j'encouragerai jamais personne à ne pas regarder quelque chose ou à Ouais. empêcher quelqu'un. Mais c'est vrai qu'il faut quand même se remettre dans le crâne de un, sans pour autant dire que c'est quelque chose de normal, que c'est les années 60, il me semble. 70 qui est sorti. 70. Ouais. Donc 70, rien qu'en on entend 70, on entend libération sexuelle, etc. Ça ne veut pas dire qu'on banalise les propos que le film peut avoir, donc déjà qui fait un peu une apologie du fétichisme, qui en fait, au travers d'énormément de dialogues super bien ficelés, très beaux, mais qui pour moi du coup n'ont pas d'intérêt dans un film et ont un intérêt dans un livre par exemple, voilà, qui du coup en fait va noyer un petit peu le poisson, noyer le thème, c'est un petit peu une sorte d'extériorisation d'un fantasme un peu étrange pour des jeunes filles, qui pourtant n'était absolument pas quelque chose de propre à Romer. Enfin, c'est assez étrange quand on connaît le personnage, qu'il y avait une femme qui a toujours eu la même femme, Oui. qui était très amoureux d'elle, qui en parlait jamais, Et et qui était surtout très discret sur sa vie. mais qui avait même ce côté un peu rigueur mais austère, et pourtant qui faisait des films, des films qui n'étaient pas du tout à son image, hyper bien, enfin qui étaient, comment dire, j'ai plus le terme, mais enfin avec une ambiance hyper enfin, estivale, avec un soleil brûlant. Enfin ouais, je sais pas, c'est quand même assez étrange, ça contraste avec le personnage, mais après le film et son propos restent là. Il y a un love interest qui n'est pas présenté comme quelque chose de négatif entre un homme qui vraiment en plus a une apparence d'homme ours, c'est qu'il a Mhm. des cheveux très longs, il a une barbe de fou, et en fait il séduit une jeune fille de 15 ans. Il y a même le moment, le moment, le pic, ça atteint son pic, c'est qu'il y a un bisou entre les deux, et, et en fait je pense que dans les années 70, dans les années 80, 90, 2000, maintenant, je crois pas que ce soit quelque chose enfin, qu'on considère comme acceptable Ouais. et surtout neutre, où en fait il n'y a aucun jugement qui n'est mis dessus, même parfois tu as l'impression que c'est romantisé en fait, ça devrait pas l'être. Ouais. Et en fait il se pose pas une seule fois la question de, il y a quand même une différence d'âge assez tendue entre Oui. nous deux, et pas une seule fois c'est remis en question, c'est plus mais tu vas pas le faire quand même, tu vas te marier, et c'est ça en fait le vrai intérêt et l'enjeu, c'est il va se marier, c'est une gamine de 15 ans. Donc bon. Ouais. Par contre, sur Eric Romer, est-ce que tu aurais des suggestions à faire? Est-ce qu'il y a des films que tu aurais pu voir par après d'Eric Romer qui t'ont marqué? Ouais, il y en a d'autres qui m'ont marqué, et heureusement, c'est que j'avais pas envie de dire j'aime pas Eric Romer en ayant vu qu'un seul film, Bien sûr. aussi inintéressant qu'il a pu être, ou alors énervant. Du coup, j'en ai vu quand même quelques-uns. J'ai vu, du coup, le chef-d'œuvre absolu pour moi, c'est Manu chez Maud, que Oui, je oui. trouve magistral, qui en fait, là, arrive à allier des dialogues qui sont d'une beauté, mais qui sont absolument pas réels, mais qui sont d'une beauté vraiment genre sensationnelle, avec une mise en scène qui les met vraiment bien en valeur. Et c'est pas juste du dialogue pour faire du dialogue. Il y a quand même un vrai propos derrière, c'est que Romer était un passionné de philosophie et du coup a décidé de mettre un peu en application certaines thèses, il me semble, sur Kant ou Descartes, je sais plus du tout duquel il est fait mention dans le film, Ouais. mais qui met quand même, comme d'habitude, c'est un amoureux de l'amour, donc ça reste une histoire d'amour, mais pour moi c'est magistral, et c'est assez... J'ai oublié le nom de l'actrice, euh,
Je plus en Je tête. l'ai pas, mais je vais le chercher C'est, pendant que tu continues. ouais, là, c'est Trintignant, du coup, qui est avec l'autre rôle féminin, qui est d'ailleurs celle qui a eu l'idée de la sublime couverture en fourrure qui est sur le lit de Maud. Donc, c'est Oui, l'interprète de Maud. oui, Françoise Fabien. Françoise Fabian, voilà. Et les deux, c'est vraiment une complémentarité. C'est un duo, je trouve. C'est une pépite casting. Genre vraiment, pour moi, c'est un duo qui fonctionne hyper bien, qui a une alchimie incroyable, mais surtout, c'est les seuls qui arrivent à débiter des textes aussi indigestes avec une aisance et surtout qui arrivent à nous les rendre digestes. Et je trouve que c'est vraiment un coup de maître. Et sinon, pour une vibe vraiment, voilà, Pauline à la plage, point. C'est vraiment Pauline à la plage, c'est le film, c'est un feel-good movie, c'est je te trompe, tu me trompes par la barbichette, c'est trop bizarre, mais c'est génial, quoi. Excellent. On va passer à ton plaisir coupable. Mais quand je t'ai demandé ton plaisir coupable, tu m'as répondu, est-ce vraiment un plaisir coupable? 10 Things I Hate About You. Mm. J'ai pas le titre en France, mais au Québec, c'est 10 choses que je déteste de toi, Eh évidemment. ben, nous, c'est 10 bonnes raisons de te larguer. Ah bon, d'accord. Donc, Ouais. de 1999, de Gil Younger ou Jill Younger. C'est la deuxième fois que j'en parle, en fait, de ce film-là, avec une invitée précédente, Lydia Kepinski, qui est une chanteuse au Québec. Elle, c'était son film détesté. Ah, Donc j'aime bien avoir ces moments-là où on a deux fois le même film, mais dans deux catégories différentes. Je, j'ai même. Je me souviens pas si j'ai déjà eu un coup de cœur avec et qui était le même qu'un film détesté, probablement, mais bon, à un moment donné, on finit par oublier. Ça met en vedette Heath Ledger, Julia Stiles et Joseph Gordon-Levitt à l'époque où ils étaient tous très jeunes, parce que c'était il y a 22 ans. C'est une adaptation de Taming of the Shrew de Shakespeare. Euh, Comme Pride and Prejudice, tu m'as dit que tu le regardais une fois par mois. C'est un film doudou. plus encore, Et puis- pour le coup. Je Alors, te c'est parlais de vraiment mes un plaisir obsessions. coupable. Ah ouais, ouais. En fait, je te disais que j'étais quelqu'un qui... le revisionnage de films, ça ne me gêne absolument pas. Mhm. Ah, pas du tout. Je peux regarder des films 1 milliard de fois. S'ils me plaisent, ils me plaisent. Évidemment, au bout d'un moment, t'es lassé. Mais ce film-là, je l'ai découvert... En gros, quand j'étais plus jeune, enfin, quand j'étais au collège, je regardais... Enfin, j'ai toujours été une insomniaque, mais volontaire. C'est que je m'empêchais de dormir parce que je Mhm. voulais faire plein de trucs. Du coup, je lisais en cachette. Et en fait, quand j'ai eu un téléphone portable, bah, j'ai pu avoir accès à YouTube. Et sur YouTube, tu avais pas mal de films des années 90, années 2000, qui étaient des films américains, des romances et des trucs comme ça, avec un doublage abominable, mais que tu pouvais regarder, mais sur vraiment une petite portion. En plus, ce téléphone n'était pas aussi grand que maintenant. Mais voilà, que je regardais sur mon téléphone. Et je me souviens, j'avais regardé sur... C'était même pas un smartphone, je l'avais regardé sur mon BlackBerry Ah quand j'étais non. en cinquième. Donc horrible. Et je l'avais vu pour la première fois, du coup, Enfin voilà. Et du coup... j'avais adoré, j'étais tombée évidemment folle amoureuse de Heath Ledger et Joseph Mhm. Gordon-Levitt. Je ne les connaissais pas parce que j'étais encore trop jeune, j'avais pas vu les autres films dans lesquels ils avaient pu jouer. Et, euh, et du coup, j'étais mais vraiment la scène où justement ils chantent dans les gradins pour Kat. Je suis désolée, mais cette scène-là, elle est iconique. J'étais tombée amoureuse du film, de ses acteurs. Et en fait, son propos, je le trouvais hyper décomplexé. Ça ressemblait pas aux comédies romantiques dont j'avais l'habitude de me nourrir en permanence. Et du coup, j'avais adoré ce côté contre-pied, c'est qu'on fait des blagues graveleuses parce qu'on reste aux États-Unis quand même. Mhm. Du coup, on fait des blagues enfin des blagues de cul, on fait des blagues un peu scato, enfin voilà, on dessine des pénis sur les visages des gens, donc il y a quand même ce côté un peu bourrin, mais en même temps amené avec un côté, ça reste, enfin c'est deux nanas les personnages principaux, et du coup, je sais pas, j'avais adoré et je l'avais regardé tous les soirs pendant 3 mois, tous les soirs ou tous les 2 soirs quand je pouvais pas le regarder. Et j'ai développé cette obsession pour ce film. Ça sonne un peu psychopathe, mais en vrai, ça va. Mais ouais, non, j'adore ce film. Et encore maintenant, je le regarde parce que maintenant, il est dispo sur Disney+. Ouais. Et du coup, j'ai pu le regarder en anglais pour la première fois il n'y a pas très longtemps. Sinon, Wow. j'avais toujours regardé en français. C'était un grand gap à passer pour moi. Alors que je suis pro VO, hein. Mhm. Mais il y a des films que je regarderai, enfin que Oui, je oui. regarde et que je regarderai toujours en VF parce que je les ai vus gamine, que je Par les ai. exemple. Retour vers le futur, Ah ouais, bah oui, c'est c'est en la meilleure français, traduction. hein. Enfin, en plus, la traduction est tellement géniale. Il y a des répliques qui sont cultes aux États-Unis, mais on a aussi des répliques de la traduction française qui sont cultes en France. Et il y a la traduction.
est tellement génial. Je ne peux pas le regarder en anglais. Une fois, j'ai une amie, je lui ai fait découvrir le film. Elle voulait le regarder en anglais. J'ai Mhm. accepté. C'était une souffrance. Parce que du coup, moi, je connais le film par cœur, réplique par réplique, et ne pas pouvoir lui dire «Oh, il va dire ça à un moment», parce qu'il ne le dit pas, vu qu'en fait, il ne dit littéralement, en termes de traduction, il ne dit pas la même chose. Ouais. Surtout que c'est un film à expression qui est voué à être culte par ses répliques. C'est toutes les expressions type de Doc, toutes les expressions type de Marty, mince, j'ai perdu son nom. L'antagoniste. Ouais, Biff, Biff. Biff Tannen. Biff Tannen, lui aussi, il a ses expressions. Ils ont tous leurs expressions. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un super film parce que, en fait, c'est vraiment. Tous les personnages, ils ont été écrits. Et ça se voit qu'ils ont été écrits. Mais ouais, et du coup, le regarder en anglais, mais une souffrance. Alors que 10 Things I Hate About You, en vrai, ça va. C'était plus pour moi. Fallait que je le regarde en anglais quand même, à un Mhm. moment ou à un autre. Mais ouais, film doudou. Plaisir coupable, un peu, un petit peu, mais parce que plaisir coupable parce que je l'ai beaucoup regardé alors qu'il mériterait peut-être pas que je le regarde autant de fois en fait. C'est Mhm. peut-être pour ça que je l'ai mis en plaisir coupable parce qu'en soi c'est pas coupable d'aimer ce film, mais de l'aimer autant, peut-être, c'est pas impossible. Ouais. C'est ce que je trouve intéressant. On va faire un parallèle avec Pride and Prejudice parce que, encore là, je l'ai dit, c'est une adaptation de Taming of the Shrew de Shakespeare. Euh, mais adaptation à la sauce moderne, bon, évidemment, c'était il y a 22 ans, c'est un peu daté, mais quand même, une adaptation contemporaine. Euh, Es-tu familière avec Taming of the Shrew? Es-tu familière avec l'œuvre de Shakespeare à la base? Un peu, mais j'en lis très peu, j'en ai lu un peu, j'en Mhm. ai vu, j'ai fait quand même des études de théâtre, mais c'est vrai on n'a pas étudié Shakespeare en long en large. Oui, je suis un peu familière. Par contre, est-ce que tu aurais la traduction française du titre de la La pièce? mégère apprivoisée. Ah oui, oui. Alors, La Mégère apprivoisée, c'est assez marrant. C'est que dans ma faculté, à l'université, donc en banlieue parisienne, on organise un festival de théâtre. Et c'est un festival de théâtre étudiant, donc en fait, c'est que des pièces qui ont été montées, mises en scène, etc., par des étudiants. Et il y a une adaptation, justement, du coup, de La Mégère apprivoisée, mais une vraie réinterprétation. Et j'ai découvert cette pièce, et du coup, la pièce de Shakespeare originale, voilà, Mhm. au travers de ce festival. Et en fait, j'ai découvert que c'était une adaptation, que Ten Things I Hate About You, c'était du coup une adaptation de cette pièce-là. Bon, vraiment avec un côté. C'est vraiment plus moderne quand Oui, même, parce que bien le sûr. propos de la mégère apprivoisée, enfin, le titre parle de lui-même quand même. Oui, Mais puis c'est quand même un titre. Bon, enfin, on a nos standards actuels, là, parce que bon, je suis pas certain que quelqu'un arriverait avec un titre comme La Mégère apprivoisée aujourd'hui, puis on laisserait alors, passer rien que ça, le mais. terme de mégère est un terme discutable. Enfin, c'est vrai qu'il y a le terme de mégère, la mégère marâtre, par exemple, c'est Mhm. vrai qu'on les associe, par exemple, à des personnages négatifs comme la belle-mère dans Cendrillon ou ce genre de truc. Et justement, il y a, enfin, dans Ten Things I Hate About You, je crois pas que la pièce, on en fasse mention à proprement parler, mais c'est vrai qu'ils appellent Kat, dans la traduction française que j'ai vue, la mégère. Et dans les sous-titrages aussi, ils disent la mégère. En fait, du coup, c'est elle la mégère. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que c'est une adaptation un peu. C'est vrai que c'est un peu étrange d'avoir adapté, surtout sous ce prisme-là, cette pièce-là, parce que c'est quand même l'inverse même, parce que ça parle quand même de féminisme basique, ça parle de féminisme mystique, ça parle. Enfin, c'est quand même une nana qui représente. Enfin, comment dire, qui représente un type de fille dans les années 90 Mhm. qui est en totale opposition avec sa sœur Bianca, qui elle représente normalement le personnage principal d'une comédie romantique, donc avec des petites robes à fleurs, qui cherche la popularité à tout prix. Enfin, la petite fille un peu modèle, et à côté on a la sœur énervée qui écoute du rock féminin, enfin qui écoute des groupes de rock indé féminins et féministes, qui lit des ouvrages féministes, qui veut juste se barrer de chez elle, et qui fait de la musique. Enfin, il y a ce côté il y a ce côté et toute la scène d'introduction, c'est que ça commence sur une petite musique hyper mignonne où on se dit on va commencer sur un film, une comédie romantique de encore suburbs, famille bourgeoise et tout le tralala. Et en fait, d'un coup, on change la musique, et une musique un peu oiseau, un peu bucolique. Et là, bim, on met du rock d'un groupe féminin. Et du coup, on se dit, ah, oh, ok, d'accord. Et en fait, tout le film, c'est que ça, c'est l'opposition. On a à la fois, du coup, la fille qui représente un peu
les côtés négatifs des ados dans les années 90, et en même temps, du coup, avec le côté archaïque, mais qui existe bel et bien de Bianca, qui, elle, est plus consensuelle, encore une fois, qui est plus mignonne, mais qui reste une petite pestouille, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film, c'est que on représente pas qu'un seul type de fille, on représente pas, on représente pas qu'un type de caractère, on représente pas qu'une norme sociale, on en représente plein. Et avec ce côté un peu loufoque, ce côté un peu gag, il y a quand même des gros gags. Mais j'ai trouvé ça très chouette en fait. Ouais. Lauriane, ça a été un plaisir de t'avoir sur l'émission. Mais moi Je suis aussi. très content de cette discussion qu'on a pu avoir. On se connaissait pas du tout. Alors, c'est une chouette découverte. Je l'ai dit un peu en intro, mais on va répéter, si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, s'ils veulent suivre ton travail, suivre ce qui s'en vient pour toi, on va où? Alors, on va pour les critiques de films, les analyses de films sur Le Crible Cinéma qui est présent sur Instagram, bientôt sur un site internet, on verra bien. Et sinon, pour mon contenu culturel, donc historique, mais qui mêle histoire, art et tout, un peu tout en général, Culture et Botanique, donc qui est sur Instagram, mais aussi sur TikTok. Super! Sur ce, mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec Lauriane Aumont, on a Jasé de film.